Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Luc Chaumette. Je suis directeur national des opérations à la SNCF. Donc, qu'est-ce qu'un directeur national des opérations? Nous sommes trois. Et en fait, nous sommes gestionnaires de crise. Donc, nous gérons toutes les situations perturbées et les crises à la SNCF, toute distorsion du service opérationnel avec la délégation des deux présidents de la SNCF pour prendre toute décision susceptible d'impacter l'entreprise et pour sauvegarder nos clients. Voilà. Et donc, c'est des astreintes de 7 jours postées au Centre national des opérations ferroviaires. Alors moi, François m'a demandé de venir vous parler un petit peu de digitalisation et d'excellence opérationnelle. Alors effectivement, vous allez vous dire, c'est quand même vachement loin de ce que je fais. Ce qui est pas faux, mais ce qui est aussi totalement faux, puisqu'en fait l'excellence opérationnelle et la digitalisation, aujourd'hui, c'est partout dans les entreprises. Donc je vais vous parler un peu d'excellence opérationnelle, mais surtout, c'est quoi la digitalisation? Et pourquoi aujourd'hui la digitalisation va complètement transformer nos modes de travail? Parce qu'on parle de digitalisation. En gros, on ne sait pas trop ce que c'est dans les entreprises, vous verrez. Et surtout, est-ce qu'on prend bien les moyens pour digitaliser nos processus? Parce que c'est de ça dont on parle. Alors, les deux, excellence opérationnelle et digitalisation, sont un vecteur de transformation. Il y en a un qui est plus ancien que l'autre. L'excellence opérationnelle, on peut dire que ça a démarré quasiment pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment aux États-Unis, de manière à pouvoir relancer la production ou lancer la production de l'armement. Mais c'est quand même plus ancien, il y avait un certain nombre de grands standards qui existaient déjà avant. La digitalisation, c'est quand même nettement plus récent. Souvenez-vous pas, ou vous allez peut-être l'apprendre, Bill Gates en 1975 disait un ordinateur dans chaque pièce de la maison, dans chaque poche, et un ordinateur partout. Voilà, il disait ça en 1970, quand les ordinateurs pesaient à peu près la taille du groupe froid de la climatisation. Personne n'y croyait. Moi aujourd'hui, moi j'ai 3 téléphones, c'est plus puissant que 10 ordinateurs comme ça en 1970. Donc, c'est bien, mais qu'est-ce que ça a changé dans nos modes de vie? Qu'est-ce que ça a changé dans nos processus? Alors, la digitalisation, il faut se souvenir, avant le Covid, comment c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait avant le Covid? Alors, le premier point, c'est que c'est complètement inégal par rapport au sein des entreprises. Vous avez des entreprises qui digitalisent plutôt assez bien, parce que de toute façon, elles ont bâti leur modèle économique sur la digitalisation, et surtout, elles ont cru, dans le verbe croître, elles ont cru grâce à la digitalisation. Alors, vous en avez plein, mais je vais vous citer celle que vous connaissez tous, évidemment, Amazon. Voilà, Amazon, c'est une entreprise qui a construit des processus digitalisés from scratch. Voilà, c'est sûr que pour La Poste qui transporte du courrier, c'est plus compliqué de digitaliser. Et moi, je me souviens d'une conférence d'un des présidents, directeur de La Poste en 2007-2008, où j'avais posé la question, est-ce que vous avez commencé à imaginer La Poste sans courrier? Bon, tout le monde s'est foutu de ma gueule. On est en 2020 et La Poste commence à travailler sans courrier. Eh bien, je vais vous poser une question très con, mais est-ce qu'on peut imaginer en 2050 la SNCF sans train? Je ne sais pas si la SNCF aura des trains en 2050 avec la transformation des processus et la digitalisation. On parle du métaverse, etc. Je ne sais pas. Vous ne savez pas non plus. Donc, premier point, un développement inégal. Des entreprises qui parlent de digitalisation, mais qui en fait dématérialisent avec beaucoup de difficultés, ce qui n'a rien à voir, j'y reviendrai. Et puis, vous avez des entreprises qui sont à fond dedans, Amazon. Vous avez des freins managériaux et sociétaux. Vous avez le manager qui dit, on va imaginer, je ne sais pas si c'est vrai, on prend le directeur de La Poste, en 2010, je veux digitaliser La Poste. À fond, je vais digitaliser La Poste. Voilà, alors ça, c'est l'engagement de la direction. Et en dessous, ça commence à être la guerre entre les directions, parce que la digitalisation, ça casse tout. La direction du système d'information, qui est un gros machin qui crache de la ligne, qui fait des contrats qui pèsent très très lourd, qui dépense beaucoup d'argent, qui travaille un peu moins la performance et qui finalement règne en maître sur les processus de l'entreprise, elle n'a pas du tout envie de voir arriver un Chief Digital Officer qui va commencer à lui dire ça c'est terminé, on va faire du microservice, on va travailler en développement microservice, on va passer par de la start-up, on va faire cracher de la ligne à des boîtes comme Faveod, et puis eux ils vous coûtent 20 fois moins cher que vous. Et pour faire un système d'information, moi je sais pas, tracking, tracing, avant c'était 50 millions d'euros. Et si on passe en microservice, on va dépenser peut-être 1 ou 2 millions d'euros et le truc sera plus stable. Pas envie d'entendre parler de ça. Donc le manager, le président de l'entreprise, lui, il n'a pas envie d'avoir la guerre dans son comex, et donc on remet potentiellement un peu à plus tard les grandes décisions qui vont structurer la digitalisation dans la boîte. Et puis sociétaux. Là, vous voyez, on parle de digitalisation. Encore, c'est bien ici. Je pense qu'il y a à peu près 60% de la salle, non, pas plus quand même, 70% de la salle qui prend pas des notes sur un papier. Moi, j'étais au Copil Digital de la SNCF il y a 3 ans, donc Copil Digital quand même, donc il y a tous les patrons, les chefs de BU, etc. Je pense qu'il y a un pas sociétal à franchir
Alors d'une part, il faut effectivement poser le Mont Blanc et le carnet Moleskine quand on est dans un COMEX, mais aussi, il faut apprendre à se servir des outils. Hein, on nous parlait de la fracture numérique du temps du président Chirac. C'est pas une fracture numérique, c'est une fracture digitale maintenant. Et si vous savez pas vous servir de SharePoint, si vous savez pas vous servir de Planner, des applis Google, de la suite Google, etc., vous êtes mort. Hein. Dans 5 ans, vous êtes mort. Les entreprises ne fonctionnent plus que comme ça. Ça, c'est la transformation Covid, parce qu'il n'y a pas eu le choix et j'y reviendrai. Donc, les freins sociétaux, je ne sais pas m'en servir, et puis j'ai la trouille de prendre des décisions. Et donc, ça porte une confusion avec ce qu'on appelle la dématérialisation. On a entendu parler de la dématérialisation pendant des années, hein, on va dire, c'est à peu près 1990-2010, la dématérialisation. C'est-à-dire, je ne touche pas à mes process, je conserve les mêmes, parce que j'ai pas envie de m'emmerder, en fait, hein, et je vais aller travailler uniquement à supprimer le papier. Alors, ça a donné naissance, en fait, à une nouvelle direction dans les entreprises, une nouvelle responsabilité qui est de dire qu'il faut faire baisser les mails. Parce qu'en fait, on s'est retrouvé à peu près, un manager de plutôt bon niveau, il reçoit aujourd'hui entre 7 et 800 mails par jour. C'est ça, la dématérialisation. C'est-à-dire qu'on fait la même chose qu'à l'époque, on faisait sur le papier, mais comme c'est plus facile, on fait un peu n'importe quoi, hein, c'est quick and dirty, comme on dit. Et donc, on reçoit beaucoup plus de mails qu'avant, on recevait de formulaires, de papier, de machin, parce que ça prenait du temps, puis il fallait des assistantes, tout ça, c'était plus compliqué. Mais on n'a rien changé dans les process. Hein. À la SNCF aujourd'hui, quand vous devez passer un appel d'offres, vous avez toujours une personne responsable du marché, il faut toujours passer par le service achat, il faut toujours remplir des jolis formulaires, mais sur l'ordinateur. Mais ça, c'est pas de la digitalisation. Hein. Je vous expliquerai après ce qu'on a digitalisé pendant le Covid, et un peu avant le Covid et pendant le Covid. Finalement, c'est bien passé, mais le Covid est arrivé, il n'a été qu'un accélérateur. Et donc tout ça, ça limite la résilience des systèmes entiers. On arrive à la crise Covid, Emmanuel Macron, le président de la République, dit confinement, tout le monde se retrouve chez soi, jour A, qu'est-ce qui a fait la une des journaux? C'est les réseaux numériques vont-ils tenir? Parce que vous aviez la double population, ceux qui comprenaient rien au digital, alors eux, ils sont allés plutôt sur Netflix, sur YouTube, etc. Il a fallu baisser la résolution parce que ça chargeait tellement les nœuds des réseaux numériques, qu'on s'est dit ils vont s'effondrer. Et pendant ce temps-là, vous avez les boîtes qui ont essayé de dire non mais il faut continuer nos réunions, il faut continuer quand même à maintenir le lien social, et donc Teams, Webex, etc. qui sont quand même montés en puissance très rapidement. Et tout ça a considérablement chargé les réseaux numériques. Et donc, ça met en péril la résilience des systèmes entiers, parce qu'on a perdu du monde au début du Covid. Il y a des gens qui ne savaient pas se servir de Teams, quoi. Bon, mais on fait comment la téléconf? Ah bah je sais pas, vous m'appelez sur mon téléphone, mais t'as pris ton portable, ton ordinateur portable? Ah bah non, je l'ai laissé au bureau. Moi, je connais quelqu'un à la SNCF qui a passé 3 mois sans ordinateur portable, en ne sachant pas que sur son téléphone, on pouvait quand même envoyer des mails, on pouvait faire de la téléconf, et en fait, on peut tout faire. Voilà. Moi, je n'ai plus d'ordinateur depuis maintenant 5 ans. Et je vis très bien. Et c'est ça, la digitalisation. C'est vers là qu'on va. Et pourquoi j'ai plus d'ordinateur? Parce que si j'ai un ordinateur, ça va me freiner dans mes processus. Donc j'ai revu mes processus. Et le premier truc dont il faut se souvenir, c'est que on est tous paresseux, et la digitalisation, c'est un truc formidable pour avoir moins de boulot. Et donc, pour faire de la performance. Et l'excellence opérationnelle vous aide là-dedans à faire passer, en fait, à franchir cette révolution. Parce que c'est une vraie révolution. Hein. Moi, le jour où j'ai dit, je vais prendre un Galaxy Note avec un petit clavier déporté, et je vais laisser mon ordinateur au service informatique, on m'a tous pris pour un fou. C'était il y a 5 ans. Voilà. Et maintenant, il y en a plein qui font comme moi, parce qu'effectivement, hein, bah voilà, je vais bosser. J'ai pas de sac, j'ai rien, j'arrive. De toute façon, il y a toujours un PC dispo si j'ai besoin. Tiens, je vais imprimer un truc. J'imprime un truc à peu près une fois tous les 2 mois. Et sinon, je travaille sur mon téléphone, j'ai des petits claviers, des machins. C'est plus que ça, de toute façon. C'est des réunions, des mails. Alors après, si vous avez un gros PowerPoint à faire, bah vous avez votre PC à la maison, vous le faites. C'est ça, la digitalisation. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit peu digitalisation dans le monde d'avant, rapidement, je vous en ai parlé. L'excellence opérationnelle à l'épreuve de la crise sanitaire. Donc, effectivement, il y a une fracture entre supervision et production, parce que les producteurs, on va le voir, ils restent sur le terrain, tandis que ceux qui maîtrisent la production, qui font les métriques, qui décident, qui font le commerce, etc., tout ce qui supervise, en fait, l'activité productive, elle se retrouve à la maison. Il y a un effet de seuil, on va voir qu'est-ce que c'est que l'effet de seuil. Et puis ensuite, la standardisation digitale, qui est un triptyque, excellence opérationnelle, innovation. Et l'innovation, c'est pas découvrir. Hein, découvrir quelque chose, c'est très bien. Non, l'innovation des entreprises, on cherche pas à découvrir juste parce que ça va être intéressant. Tiens, je vais peindre toutes les poubelles en rose. Non, l'innovation, c'est prendre des processus qui existent. Les Américains appellent ça le TRL, Technical Readiness Level.
C'est-à-dire, quand vous n'êtes pas en TRL 7, 8 ou 9, vous n'implantez pas ça dans les entreprises parce que le truc n'est pas fonctionnel. À la SNCF, on a inventé les essais de frein digitaux. Voilà, c'est une boîte qui est venue nous vendre ça. Donc, on a travaillé avec eux. Il faut vérifier que les freins, qu'il y a de la pression dans la conduite générale pour que le train parte pas freiné, justement, et ça fait chauffer les essieux de frein, les semelles de frein. Et après, ça provoque des incendies et ça déforme les essieux. Donc, on doit vérifier avant le départ du train que les freins ne sont pas serrés. Et donc, il y a de la pression dans la conduite générale. Donc, c'est facile, on met des capteurs partout, et puis voilà. Mais en fait, ça marche pas leur truc, parce que il y a que l'œil pour aller regarder si la semelle de frein, elle touche la table de roulement de la roue. Et donc, ça marche pas. Et ça, c'est du TRL 2 ou 3. C'est très bien, c'est une super idée, c'est pendant 30 ans. Quand on aura des mini-caméras à reconnaissance d'image, qu'on sera capable d'implanter ça dans les locomotives, etc. Ça, c'est pas de l'innovation, ça. L'innovation, ça va être de dire, par exemple, je vais prendre la suite Office 365, je la mets à tout le monde, j'arrête de mettre du client lourd sur les ordinateurs, et j'arrête même les ordinateurs, et je fais comme dans les compagnies d'assurance, dans une compagnie d'assurance que je ne citerai pas, chaque salarié a un budget de 1 500 € tous les 2 ans pour acheter l'ordinateur qu'il veut. Il n'y a plus de direction des systèmes d'information. Voilà, ça c'est de la perf. Si j'ai envie d'acheter un Mac, j'achète un Mac, et après, dessus, je mets la suite qui m'est fournie par la boîte. Pas de maintenance. Quand même top. Voilà, après on verra l'avenir. Ça nourrira peut-être un peu vos groupes de travail, la virtualisation, l'hypervision, les réseaux neuronaux, comme on dit, parce que c'est la digitalisation qui nous emmène là. Hein. Après digitalisation, il y a virtualisation. Virtualisation, ouais. Vous dites qu'ils peuvent acheter des Macs, des choses comme ça, mais le jour où son Mac il est cassé, il fait comment? Alors le jour où... Bon, alors il n'y a pas de service IT, donc le jour où son Mac il est cassé, soit son Mac il est sous garantie, voilà, parce qu'on n'a pas envie de casser son PC, donc il va le faire réparer, ou bien alors il va remplir un formulaire particulier et puis on va lui racheter un Mac. Voilà. Enfin, moi je prends l'exemple de la SNCF. Le PC Pro de la SNCF, une fois qu'il est pété, il faut compter 15 jours pour en avoir un nouveau. Après ils arrivent, ils implantent le master. Alors le master c'est génial, c'est-à-dire qu'on vous enlève tout le système d'exploitation, on vous met celui qui a été réécrit par la boîte, repensé, etc. Évidemment qu'il marche pas. Donc après, il faut qu'il repasse à la DSI. Pendant ce temps-là, on vous file un PC de prêt. Et il y a à peu près 3-4 personnes qui vont travailler pendant 2 jours pour vous remplacer votre PC. C'est moins cher pour les boîtes de dire, allez hop, de toute façon, on provisionne tous les 2 ans pour tous les salariés, c'est un PC neuf. Voilà, en fait, ça marche comme ça. Et ça marche bien parce que les gens sont contents, ils ont le PC qu'ils aiment et ils en prennent soin. Voilà, on verra. Donc je vous disais la virtualisation, parce que demain, vous n'êtes plus là. Hein. D'abord, vous n'avez plus de carnet Moleskine, vous n'avez plus de Mont Blanc, vous n'avez plus de PC, vous n'avez plus rien du tout, vous êtes chez vous, mais vous êtes en cours. Et vous n'êtes pas chez vous devant un écran. Vous êtes chez vous avec un casque de réalité virtuelle et vous suivez votre cours. Et pendant ce temps-là, le système, par reconnaissance vocale et surtout analyse sémantique, il va vous prendre vos notes et il va vous sortir la synthèse. Vous voyez, c'est ça la digitalisation et la virtualisation. Et les réseaux neuronaux, on verra, c'est tout ce qu'on appelle les équipes d'équipes et puis quels impacts au quotidien et dans le long terme. Je vais passer vite. C'est les grands standards d'excellence opérationnelle. Alors je vous les ai mis, c'est le point 5. Point 5, c'est le point 5 minutes. Hein, voilà, tous les jours, on se retrouve à un endroit donné avec l'équipe, on fait un petit point, qu'est-ce qui va pas, quelles sont les grandes actualités. C'est évidemment pas le manager qui fait parce que c'est castrateur, donc on laisse faire par un gars de l'équipe. Et normalement, ça permet d'entretenir les collectifs avec le management visuel en support. Voilà, les grands métriques de l'équipe pour savoir ce que je fais. Qu'est-ce qui se passe éventuellement en temps réel. Voilà. Nous, on a affiché au Centre national des opérations ferroviaires. Quand je suis arrivé, j'ai dit c'est quand même dingue. On n'a pas la régularité des trains en temps réel. Pour les opérateurs, ils voient pas le fruit de leur travail. Hein, c'est ce que les Japonais appellent un andon. Donc on a affiché au Centre national des opérations ferroviaires, on a fait travailler la DSI, voilà, c'est bien digitalisé. Ils ont travaillé pendant 6 mois, ils nous ont dit que c'était pas possible. Ensuite, ça coûtait 100 000 €, ensuite ça coûtait 1 million. Et puis finalement, on l'a fait faire par une start-up et on affiche la régularité des trains en temps réel par axe. Comme ça, l'opérateur, il voit le résultat de ce qu'il fait en temps réel et la qualité de son travail et la qualité du service client, parce que tout ça, ça sert le client. Voilà, donc management visuel, point 5. La RSP, donc c'est ce qu'on appelle la résolution structurée de problèmes. C'est le petit truc qu'on se met autour de la table. On a une merde qui se dégage lors du point 5. On voit qu'il y a un truc qui se dégrade dans le management visuel, dans les grands métriques. Ça nécessite pas de faire du DMAIC, de la transfoline, où on part pour 8 mois de projet. Non, on s'y met, il y en a pour une journée. Tiens, il y a un train, c'est un train malade. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est parce qu'il franchit la frontière. Il y a les contrôles de sûreté. Il y a le Covid qui est arrivé, il y a les contrôles médicaux. Résultat, il avait 20 minutes. 20 minutes, ça suffit pas. Il faut lui mettre 30 minutes dans ses horaires et comme ça, il sera plus en retard. Bon, voilà, le problème, il est résolu. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Qui prend le sujet? Voilà. Et puis la tournée terrain, hein, parce que ce que je vous dis sur le train, c'est peut-être bien d'aller voir à Modane comment ça se passe. Est-ce que les flics sont bien là quand on les attend? Est-ce qu'on peut pas les aider à faire? Est-ce que les voyageurs sont bien prévenus et tout? Voilà, c'est de la résolution structurée de problèmes en 1 semaine, 2 semaines. Normalement, c'est réglé. Voilà. Et ça c'était avant le Covid, fort peu digitalisé. Hein, c'est le point 5 par nature. On est 5 ensemble et donc on va prendre peut-être un petit café autour de son management visuel qui lui-même n'est pas digitalisé.
Et tout le monde a cherché, ça faisait des années, on cherchait comment on peut digitaliser le management visuel. Bon, on peut pas, hein, voilà, parce qu'il n'y a pas d'outil idéal. Et donc, c'est un peu chacun, chaque équipe, chaque entité qui va développer sur la base d'outils qui existent. Je vais pas te couper l'herbe sous le pied, François, mais sur la base d'outils qui existent ou pas, qui va développer l'outil qui lui va bien. Le développement des nouvelles technologies, il n'est pas égal, hein, parce que je vous dis pas d'outil idéal, et du coup, les collectifs, ils sont sceptiques. Mais qu'est-ce qu'ils nous montrent là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était tellement mieux le paperboard avec les métriques qu'on se mettait le matin, puis le smiley magnétique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Alors en plus, pour les managers, si déjà lui-même a du mal à y croire, s'il y a la fracture sociétale dont je vous parlais, s'il comprend pas la différence entre digitalisation, dématérialisation, virtualisation, bah c'est pas comme ça qu'il va emmener son collectif. Et puis les grandes transfos, elles ont fait appel au digital, mais elles n'ont pas réinterrogé les processus. Le digital, ça réinterroge tous les processus. C'est-à-dire que on travaille plus comme avant. Quand vous avez un incident caténaire sur une ligne ferroviaire. Un incident caténaire, c'est le fil de contact, c'est ce qui amène l'électricité au train. Alors il y a le fil de contact et en dessous il y a une espèce de truc en V qui s'appelle un pantographe. Le pantographe, lui, il permet de capter le courant dans le fil de contact pour l'amener au train et donc au moteur du train, à la clim, au confort, aux portes, etc. Bon, ça c'est super, c'est quand même une technologie des années 50. Il y a des tas de possibilités où le pantographe arrache la caténaire. Voilà, alors ça crée une crise, ça arrête les trains, les gens n'ont plus la clim, bon ça c'est l'enfer, ça c'est pour moi, je gère. Mais derrière, il faut faire l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, pour faire le retour d'expérience. Et c'est très compliqué, c'est ce que dans le ferroviaire, on appelle une enquête système. C'est-à-dire que ça va impliquer tous les métiers, l'attraction, le matériel, l'infrastructure, l'énergie, etc. pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour faire le retour d'expérience et pour traiter ensuite quand on traite. Donc c'est un truc complètement système. Et avant, comment ça se passait? Le trinôme, on appelle ça le trinôme panto. Ça fait très chic, le trinôme pantographe, parce qu'il y a au moins la composante matérielle, traction et infrastructure qui se retrouvent. Quand ils font leur enquête, ils se voyaient, alors ils parlaient, ils faisaient des jolis formulaires, des rapports de constatation immédiate. Une fois qu'ils avaient fait le rapport de constatation immédiate, ils commençaient l'enquête, ils faisaient un rapport d'analyse causale. Après avoir fait le rapport d'analyse causale, ils faisaient un rapport intermédiaire. Après avoir fait un rapport intermédiaire, ils faisaient un rapport final, tout ça en se voyant, en faisant des allers-retours, des mails, des Word, etc. Et puis pour finir, ils doivent faire ça en 30 jours parce que l'établissement public de sécurité ferroviaire nous demande la cause en 30 jours. S'ils n'y arrivaient pas, au bout de 30 jours, on passe ça non plus au trinôme panto régional, mais au trinôme panto national qui reprend l'enquête, qui sont des grands spécialistes techniques, qui reprend l'enquête et qui éventuellement va identifier la cause racine, et on l'espère. Et alors là, ils ont de nouveau 30 jours pour refaire leur rapport intermédiaire et leur rapport finaux et transmettre ça à l'EPSF. Bon, en 60 jours, ça fait donc 3 et 3, 6 rapports, ça fait une trentaine de réunions, ça fait, je vous raconte pas le nombre d'échanges de mails, il faut aller récupérer les preuves sur le terrain, etc. Ça marchait en 1970, voilà. Dans les années 2000, ça a commencé à se dégrader. Et moi, quand j'ai dit faut réviser le process, on était en 2017. En 2017, il fallait à peu près 1 an pour faire un rapport trinôme panto. Pour ceux qui ont trouvé la cause. Alors, on a dit, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que le processus peut pas fonctionner et on va le digitaliser. Donc, on va revoir le processus de bout en bout. Et donc, on a apporté toutes les techniques d'innovation, y compris les caméras de captage sur drone, pour aller récupérer les preuves matérielles sur le terrain, les imprimantes 3D pour aller les reproduire dans les ateliers des gars qui eux, faisaient les enquêtes. On a digitalisé complètement les rapports, où du coup, il n'y a plus d'envoi de mail, plus rien du tout. Chacun répond en fait à des questions qui sont déjà pré-programmées. Le trinôme panto national, on a dit, ça ne sert à rien. On laisse des experts si jamais ils ne trouvent pas, mais surtout, ils ont des métriques. Les régionaux qui font l'enquête, ils ont des métriques qui leur permettent de se caler sur les délais de l'enquête. Et maintenant, on a les rapports de constatation immédiate en 24 heures. Les rapports trinômes, on les a en moins d'1 mois. Et il y a à peu près 400 incidents caténaires par an en France. Bon, pour 400 incidents caténaires, cette année, on a un rapport non conclusif. Mais on a revu complètement le processus. On a dit c'est plus régional, c'est par type de matériel, c'est des gens qui doivent connaître le digital, etc., etc. C'est ça le digital. Vous comprenez ? Parce que sinon, on aurait pu dématérialiser, c'était gentil, on faisait un Microsoft Forms, et puis voilà, ça marchait très bien. Donc si on n'interroge pas les processus en conséquence, on ne digitalisera jamais. La digitalisation, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité. La finalité d'Amazon, c'est de vendre un maximum de produits et de services. C'est les mêmes personnes qui reprennent le processus pour le digitaliser au départ. En fait, c'est pour les mêmes personnes pour éviter le biais de leur histoire, de leur expérience. Ils vont essayer de revenir systématiquement à ce qu'ils connaissent. C'est pour ça qu'il faut l'excellence opérationnelle dedans. C'est-à-dire, si vous avez un animateur excellence opérationnelle qui est là, lui, il connaît les risques. Et en fait, on reprend vraiment le truc from scratch. Quand on le reprend from scratch, on voit les biais, hein. On voit les ayatollahs de la sécurité qui vont arriver en disant, mais non, mais on peut pas faire comme ça, on n'a jamais fait comme ça. Et puis, le truc classique, c'était mieux avant.
Voilà. Alors c'est comme ça en fait que tu y arrives. C'est à l'excellence opérationnelle, comme c'est un vecteur de transfo. Si on prend bien les outils de l'excellence opérationnelle, on balaye ce risque. Mais il faut bien que ce soit implanté. Si c'est pas bien implanté l'excellence opérationnelle, vous allez refaire le même process, voire plus lourd. Mais vraiment le digital, c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc il faut penser digital durable et reconstruire ces process. Si on ne reconstruit pas ces process, ça ne marchera pas. Donc, dans le monde d'avant, confusion fréquente entre dématérialisation et digitalisation, je vous l'ai dit, des compétences inégales, le scepticisme managérial, hein, voilà, décalage de discours, comme ex-SNCF, qui est totalement pour le digital, mais qui est le premier à râler quand on digitalise quelque chose. Ah mais non, mais qu'est-ce que vous me faites, comment ça marche, j'y comprends rien. Ah bah oui, mon grand, oui, ça c'est sûr, hein, c'est une transformation, c'est une révolution. Donc, il faut que tu t'y mettes. Donc, on va lui expliquer, on lui donne la main, etc. Après, il est content. Mais quel est le message qui passe? Parce que ça passe, vous voyez, même chez moi, il est passé ce message-là et je vous le passe. Le message que passe ce type de dirigeant, c'est le digital. J'y crois pas, j'aime pas ça, c'était mieux avant. Et donc, je suis un facteur de frein dans la transformation de l'entreprise. Si je suis un facteur de frein dans la transformation de l'entreprise, je suis un facteur de frein dans sa performance. Si je suis un facteur de frein dans sa performance, je suis un facteur de frein dans la durabilité de l'entreprise elle-même. Et puis, un manque de moyens adaptés. Hein, voilà. Alors, on a une trajectoire ici. Alors, la trajectoire ici, le plan de développement ici, on appelle ça comme on veut. Mais bon, vous avez des tas de gens qui crachent de la ligne, qui font des gros contrats, je vous le disais tout à l'heure, qui passent de très, très gros contrats avec des boîtes qui crachent de la ligne et qui ont beaucoup intérêt à faire en sorte que le système fonctionne, mais qui soient ultra propriétaires de manière à se garantir des contrats pour les 20 ans qui suivent. Ces gens-là, c'est un frein au digital. Le digital, aujourd'hui, tout est sur étagère. Hein. Absolument tout. Vous n'avez absolument pas besoin, enfin, très peu, et sinon vous avez les startups qui sont là pour ça, et vous en avez des très très bonnes. Vous n'avez pas besoin d'avoir des directions de systèmes d'information de 1500 à 2000 personnes dans des entreprises, juste pour cracher de la ligne et pour inventer des systèmes d'information qui ne fonctionnent pas. Nouvelle gestion opérationnelle des circulations à la SNCF. On achète un système chez Alstom. Je vous donne pas les montants, parce que sinon je pense que vous sortez de la salle, vous n'allez aucun à enchaîner. On achète un système chez Alstom, et là arrivent les sachants de la SNCF en disant « Ah, il est bien leur système, mais on va le tordre dans tous les sens. » Parce que c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Et là, on commence à le tordre. Le truc, il est sur étagère, il marche. Hein, il marche en Italie, il marche en Angleterre, il marche en Allemagne. Nous, la SNCF, on dit « Non, il faut que ce soit mieux. » Alors, il faut qu'on puisse tracer des sillons de dernière minute, il faut qu'on puisse avoir, au lieu d'avoir les prévisions de conflit sur 20 minutes, il faut 30 minutes, à 16 000 trains par jour sur le réseau ferré national, passer les calculs de conflit de 20 minutes à 30 minutes, multiplie les nécessités en puissance de calcul par 11. Non mais c'est rien du tout, c'est juste 10 minutes. Alors, on tord le truc dans tous les sens, le projet dure 2 ans, au bout de 2 ans, on dit non, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, ça marche pas, le truc Alstom, il est pas fait pour nous, on rompt le contrat, on paye 100% à Alstom. Merci, au revoir, fermez le banc. C'est ce qu'on appelle la digitalisation ratée. Voilà, c'est la trajectoire SI qui vient bouffer la transformation de l'entreprise. Alors que si on achète le truc qui fait papa-maman à 80%, c'est le Pareto, et qu'on travaillera les 20% plus tard, eh ben on aurait été comme les Anglais et les Allemands, et les Italiens, et on aurait eu un système fonctionnel qui nous permettait à la fois de faire du contrôle-commande et de la régulation. Pour ceux que ça intéresse, j'en parlerai plus tard, en dehors de cette intervention. Alors, l'excellence opérationnelle, l'épreuve de la crise sanitaire. Le Covid arrive, ce que je vous dis, les producteurs de la majorité des biens et services sont sur le terrain. Nous, on a nos conducteurs, on ne peut pas les mettre en télétravail. Hein. Même s'il y a moins de trains, on en a quand même fait rouler, et on en a fait rouler à vide. Parce que le réseau, il faut l'entretenir. Donc, pendant le confinement, il y a beaucoup de trains qui ont roulé à vide. D'abord, on s'est dit, il faut entretenir le réseau, faut qu'il soit utilisé, sinon il rouille, s'il rouille, c'est une catastrophe. Je vous raconte pas pourquoi. Mais après, il y a EDF qui nous a appelés en disant, oh là là, on peut pas arrêter tous les réacteurs nucléaires. Et résultat, on a des lignes qui sont à 225 000 volts, il y a à peu près 350 000 volts dedans, parce qu'il n'y a plus de conso. Donc il faut faire passer les gros consommateurs en ligne. Donc on a fait rouler les TGV à vide, à fond, pour consommer l'énergie, pour continuer à avoir l'équilibre sur le réseau électrique. C'est des trucs auxquels on ne pense pas, c'est la résilience d'un pays, voilà ce qu'on a vécu. Et après sont arrivés les trains sanitaires. Trains sanitaires, on en a quand même fait une trentaine. C'était quand même un gros machin, avec beaucoup de monde, qui coûtait très cher d'ailleurs, avec beaucoup de monde pour pouvoir assurer le service. On transportait des gens en réanimation, on a découvert des tas de trucs qu'on n'aurait pas imaginé. Il a fallu le faire. Alors ça, la méthode gauloise, ça marche très bien, mais c'était pas digitalisé. Donc les gars, ils étaient sur le terrain. Par contre, ceux qui organisaient, à savoir nous, on était chez nous. Moi, j'étais dans mon salon. Hein, on avait reconstitué, virtualisé la salle de crise de la SNCF. On était 3 DNO. On avait 3 salles de crise, chacun dans nos salons. C'était sympa. Nos femmes étaient contentes, mais faut bien se dire que la virtualisation, on a vraiment digitalisé. On est même allé au-delà. Mais moi, j'étais arrivé DNO depuis 2 ans. Et on avait déjà commencé à digitaliser la salle de crise parce que j'avais dit, ça sert à rien d'avoir du backup, il faut pouvoir gérer une crise n'importe où en France depuis un téléphone portable. Et donc avoir tous les outils accessibles depuis un téléphone portable et un casque.
Et donc on avait commencé à le faire. Fort heureusement, on était prêts. On avait utilisé l'excellence opérationnelle pour ça. Mais nous, on avait de la chance. En revanche, chez Voyage, les TGV, les centres opérationnels de service, là, qui font tout le produit train, eux, ils étaient très très loin de leurs producteurs. Donc, rupture d'abord entre production et supervision. Et après la sidération, il y a une vraie fracture qui s'installe. Ce que je vous disais, la nana qui quitte son bureau, qui prend pas son PC. Parce qu'elle avait jamais pris son PC de sa vie, donc elle l'avait pas remporté chez elle. Voilà. Donc elle avait son téléphone et elle a travaillé avec 3 mois avec son téléphone sans pouvoir envoyer de mail, rien du tout. Bon, depuis elle est à la retraite, mais il y en a beaucoup comme ça dans les entreprises. Des rétifs, même limite agressifs. Alors le digital, il va arriver à le résoudre, mais pas tout de suite. Parce que faut se souvenir des premiers pas de Microsoft Teams. Faut se souvenir des premiers pas de Webex au début du confinement. C'était quand même d'une stabilité moyenne. Alors il y avait Skype aussi, Skype entreprise, etc. Mais c'était d'une stabilité très moyenne. Puis tout ça, c'est bien gentil, mais c'est beaucoup de la dématérialisation et très peu de la digitalisation. On continue à faire ses réunions, à partager son écran et à tout enregistrer dans son disque dur. Pour la plupart. C'est plus possible. Ça, à l'époque du digital, c'est le cloud, puis Teams, c'est sur le téléphone. Et quand on se partage un truc, c'est en ligne, où chacun peut aller travailler sur le même document et toujours sur la même version. Ça, c'est ça de la digitalisation. Sinon, c'est de la démat. Donc je travaille sur mon Word, sur mon disque dur, je te l'envoie V1.2.4 du temps, l'autre il répond V1.2.5 du temps, puis pendant ce temps-là, il y en a un qui a fait une V1.2.5 et qui a oublié de répondre à tout le monde dans son mail, et ça y est, il y a 2 versions qui se baladent, et il va falloir faire une réunion pour réaligner tout le monde. Voilà, quand c'est que 2, parce que parfois c'est beaucoup plus. Donc il y a une phase de foisonnement. Souvenez-vous, Covid, excellence opérationnelle, on continue. Alors l'excellence opérationnelle se casse la gueule, parce que plus de 0.5, plus de management de visuel, ou alors un management visuel où le manager ou le gars qui était sur le terrain venait le prendre en photo puis le balancer aux autres, plus de résolution de problèmes, la visite terrain évidemment interdite. Donc l'excellence opérationnelle se casse la gueule, donc tout le monde cherche comment on va faire. Alors moi j'ai une équipe, pour ma petite expérience, j'ai dit tout se casse la gueule, très bien, donc on va faire un 1.5 déjà par téléphone tous les jours, parce que faut aussi dans la tête, faut qu'ils aillent bien les gens. Ils sont chez eux, utilisons tous les moyens qu'on a à notre disposition. Et j'ai dit on va prendre Teams, déjà dès le début. Donc tous les jours, depuis 2 ans maintenant, parce que ça continue, parce qu'ils sont vachement accrochés, tous les jours à midi, de midi à midi 15, on fait 1.5 minutes, entre guillemets, par Teams. Voilà. Donc on a sauvé le premier point de l'excellence opérationnelle qu'on a dématérialisé. Et ensuite, on a digitalisé le management visuel. Voilà. Alors pour digitaliser, moi j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé, donc je me suis pris, si j'avais eu Access à la SNCF, j'aurais fait sur Access, je l'ai fait sur Excel, ils sont ravis, ça marche super bien. Et ça fait un vrai management visuel qui est pour le coup digitalisé, parce qu'on a revu complètement le process du management visuel et comment chacun y contribue. Et puis on a commencé à faire des petites résolutions de problèmes. Et puis on a entretenu le collectif. C'est hyper important le collectif dans la digitalisation. Et pour entretenir les collectifs, vous allez vous marrer, mais une fois toutes les 2 semaines, on a fait une réunion où on ne parlait pas boulot. Et donc on s'est servi de tous les outils digitaux pour faire des réunions où on ne parlait pas boulot. Alors on a fait la cuisine, on a fait les recettes de cuisine, on a fait les hobbies, on a fait les voyages, etc., etc. Et on a utilisé tous les outils de digitalisation qui existaient de manière à pouvoir faire passer cette espèce de qualité de vie au travail. Parce que c'est ça la digitalisation. Comme ça rompt le lien social que nous connaissions et ça en recrée un nouveau qui est différent, il faut travailler la QVT. Sinon, la qualité de vie au travail, elle s'effondre. Et vous laissez des gens sur le bord de la route et on ne sait pas comment les récupérer aujourd'hui, ceux-là. Bon, moi, j'en ai pas. Ils ont tous suivi, même ceux où j'aurais pensé que c'était pas possible. Et le seul frein qu'on a eu, c'est le frein infrastructure, réseau numérique. Parce que quand vous habitez avenue Foch, ça va. Mais quand vous habitez un petit patelin, il y a beaucoup de cheminots, c'est le cas, qui habitent le trou du cul du monde, dans Lyon, qui est desservi éventuellement par du réseau Numéris, et qui n'a pas la fibre, et qui a évidemment même pas la DSL, c'est très compliqué. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est allé jusqu'à lui prendre une antenne satellite, on lui a foutu une antenne satellite chez lui. Faut y aller. C'est comme ça qu'on fera passer la digitalisation, il faut y aller. Et le biais, c'est la dématérialisation qui pollue, parce que c'est facile de dématérialiser. C'est ce qu'on a envie de faire tout de suite, mais ça change rien. Donc la crise, moi je le dis toujours, puis comme je suis directeur de crise, je le dis d'autant mieux, la crise est toujours porteur d'opportunités. Toujours. Entre guillemets, une crise, c'est une chance. Le Covid, c'est une... Entre guillemets, je dis bien, voilà, faut replacer dans son contexte. Mais dans le contexte de développement, une crise, c'est une chance. Voilà, vous êtes là, vous avez passé la crise, faut rebondir sur ce que la crise vous a apporté, et sur ce que la crise nous a apporté, et notamment en termes d'excellence opérationnelle digitalisée. Si vous n'avez pas l'excellence opérationnelle, vous n'arriverez pas ou difficilement à digitaliser. Et ça, nos managers, ils l'ont pas forcément compris. Et puis réinventer l'excellence opérationnelle. En fait, ça a été quoi le Covid? Ça a été une transformation ligne accélérée. Voilà.
Ce qu'on appelle une transformation ligne, c'est vous prenez tous les, enfin je pense que vous savez de toute façon, mais ça vous prenez tous les grands intrants d'un processus, vous regardez tous ceux dans une équipe, dans un collectif ou dans une chaîne de production, et vous regardez tous ceux qui nécessitent d'être optimisés, et ensuite vous allez prendre toutes les solutions que vous apporte l'excellence opérationnelle et ailleurs, de manière à pouvoir optimiser votre processus. Voilà. Et optimiser ne veut pas dire moins de monde. Quand je parle de moyens, parfois c'est des décisions et du courage. Le courage, c'est un moyen aussi, hein. Parce que dans les entreprises, on parle de moyens. Et on parle de moyens, on parle tout de suite de dollars. Non, les moyens, c'est pas que ça. Alors, l'effet de seuil. Quand on regarde dans la crise Covid, la majorité des systèmes, ils ont été très résilients, hein. Il y a d'abord une phase de chaos. J'aime bien dans c'est le vocabulaire de la gestion de crise, c'est les Suisses qui appellent ça. Dans une crise, le début de la crise, c'est le chaos. C'est la phase chaos. Faut rien chercher à faire, faut regarder. Nous, SNCF, on disait, il y a une crise, va fumer ta clope, reviens. Prends 10 minutes, reviens dans 10 minutes. Pourquoi? Parce que la crise, c'est un organisme vivant qui va à un moment se stabiliser. Et la crise s'auto-entretient ensuite, mais dans une phase stabilisée. Si vous cherchez tout de suite à rentrer dans la crise et à la régler, vous la réglerez pas, parce qu'il va se passer des trucs que seule la résilience permettra de traiter. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité d'un système à survivre à un événement donné, à une agression donnée. Donc, on a pris des solutions immédiates, plutôt dans la démat et pas dans la digitalisation tout de suite, qui a répondu tout de suite aux besoins du contexte. Mais ça, c'est normal, c'est le pansement. Mais c'est pas durable. Dispositif fonctionnel, mais pas durable. C'est des solutions temporaires. Parce qu'en fait, on n'a pas réinterrogé les process. Les process de travail n'ont pas été revus. Donc, on a fait à distance, voilà, on a dématérialisé. Tout ça, je vous l'ai dit. Et tout ça, c'est appel à être réinventé sur la base de 3 découvertes qu'on a faites, en fait, que les entreprises, vous allez rien découvrir, vous, individuellement, mais les entreprises, le collectif, la vie, le système de l'entreprise l'a découvert. Le digital optimise le partage en temps réel. Je disais, 4 mails, 4 versions qui se baladent, on ne sait plus laquelle est la bonne, etc., etc. Voilà. Ça, avec le digital, c'est plus possible. Deuxième chose, le digital permet le recyclage. Je suis un gros paresseux, moi. Donc nous, on a mis en place un portail sur lequel on a tous les grands métriques de l'entreprise. Et au lieu de cracher ou de chier une note par semaine, ou 2, ou 3, ou 4 pour la présidence, eh ben, ils ont tout sur ce portail digital. Alors ça, on a revu les processus, hein. Moi, ça fait maintenant quasiment 1 an que j'ai pas fait de note pour le président. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout, les cabinets ont absolument tout pour pouvoir donner l'information au président qu'il veut. Et le président, il veut pas de la ligne, il veut juste un chiffre. C'est quoi ma régularité de la veille? C'est quoi la régularité du mois? C'est quoi mes grandes causes d'irrégularité? Etc., etc. En termes de production ferroviaire. Pareil pour la Sécu et tout. Et donc, le recyclage, on recycle. On fait le travail qu'une fois. Et après, il y a le comité hebdomadaire production, le comité de coordination d'anticipation réseau, le comité production qualité voyageurs mensuel, etc. Mais c'est les mêmes métriques, mais on reprend les mêmes. On va pas faire 3 présentations pour des trucs où on va refaire les 3 mêmes, on va changer les en-têtes, éventuellement 2-3 phrases pour dire qu'on a bossé, pour justifier le fait qu'on a bossé. Non, c'est fini. Allez hop, un portail. Et le digital, il ouvre la voie à des nouveaux modes de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Il y a une grande demande aujourd'hui de télétravail, de rester, regardez le nombre de gens qui ont quitté Paris définitivement, parfois, suite à la crise Covid, et qui reviennent 1 à 2 jours en présentiel, mais qui vont faire 3 jours de télétravail à Barneville-Carteret, dans le Cotentin, hein, ou ailleurs. Je suis pas normand. Donc, il y a une vraie demande, en fait, à digitaliser. Et ça, ça vous aide, hein, ça aide l'excellence opérationnelle. C'est un post-it de plus sur le tableau, mais il est gros, celui-là, hein, parce qu'il y a une vraie volonté de changer. Et aujourd'hui, les entreprises qui étaient très rétives au télétravail, maintenant, c'est devenu la normalité. C'est la présence 5 jours par semaine qui n'est plus normale, notamment quand on est dans les services. Alors tout ça, je vous en ai parlé, hein. Triptyque excellence opérationnelle, innovation, digitalisation. Pourquoi? Parce que c'est complémentaire. L'excellence opérationnelle va servir la revisite des processus, l'innovation va apporter les moyens, et la digitalisation va vous permettre de stabiliser l'ensemble. Et les 3 sont un vecteur de transformation. Donc ils sont complémentaires. Ouais, je viens de vous le dire. Voilà, impact du digital permet la standardisation, garante de fonctionnement résilient. Voilà, c'est un fonctionnement résilient et polymorphe. Pourquoi polymorphe? Parce que si vous êtes bon en digital, maintenant, quelle que soit la crise qu'on rencontre, une grande grève, je parle pour la SNCF, hein, une grande grève, des conditions climatiques épouvantables qui vous emmènent la moitié du réseau dans le sud-ouest, un nouveau confinement, je sais pas, des ruptures d'alimentation électrique avec impossibilité de circuler sur la LGV Sud-Est, etc., etc. Mais on est résilient par rapport à ça. On saura faire à distance, chacun chez soi, en prenant les bonnes compétences là où elles sont, sans les emmerder. Voilà. Et on aura la traçabilité dans les outils. Et le truc vit. C'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre, en fait. Ça réinvente les méthodes de pilotage. On a une résilience et une redondance intrinsèque. Il n'y a plus de conditions dégradées. Avant, on disait qu'on travaillait en conditions dégradées. C'est fini, ça. Le digital supprime, en fait, le travail en conditions dégradées. Ça devient, j'allais dire, le dégradé devient nominal, et le nominal devient des conditions de travail plus performantes que ce qu'on avait connu avant. Alors maintenant, il va falloir baisser le nombre de réunions, mais ça commence, baisser le nombre de mails. Nous, on a vu à la SNCF 30% de mails en moins,
depuis le début de l'année dernière. 30% de mails en moins. Voilà. Donc moi j'en recevais entre 8 et 900, ça fait quasiment 300 mails de moins par jour. Alors il y a ceux qu'on lit, ceux qu'on lit pas, ceux on est en copie, etc. Mais c'est quand même 300 de moins par jour. Donc moins sur les serveurs, donc moins d'empreinte carbone. Voilà, moins de coûts pour l'entreprise pour aller louer de l'espace chez Amazon ou chez, j'en sais rien, les autres grands fournisseurs, OVH, etc. Donc le digital, c'est quoi? Avec l'excellence opérationnelle qui aura permis de vous le porter. Je vais pas détailler, mais vous avez tout sur le slide. Ça vous permet de travailler en temps réel, ça permet de simplifier, ça permet d'avoir une cohésion entre les équipes, ça permet le recyclage. Hein, moi, je suis paresseux. Vous voyez, ce matin, si on n'était pas digitalisé, j'aurais pas pu être là. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 réunions, parce qu'il y avait une note à faire pour le président, la note du vendredi, parce qu'il y avait le comité de coordination et d'anticipation réseau, fallait préparer l'ordre du jour. Mais on s'en fout, tout ça c'est fait depuis lundi dernier, ça tourne, j'ai pas besoin, j'ai beaucoup moins de travail. Je peux me concentrer à la production de l'entreprise et puis à venir vous parler. C'est quand même, moi aussi, pour moi, c'est quand même beaucoup plus motivant. Hein. Et c'est donc plus motivant pour tout le monde. Ça améliore la QVT. Le support et l'appui managérial est simplifié. Hein. Ouais, voilà, ça c'est notre management visuel digitalisé. Bon, ouais, c'est long, c'est moche, etc. Il y a sûrement des outils qui existent. François va venir me le vendre après l'intervention. Mais voilà, je vous ai mis le portail digital qu'on a fait au-dessus. Mais en appui managérial, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, moi en management, c'est plus léger. Hein. Je peux m'occuper des vrais problèmes de l'équipe maintenant. Hein. Le suivi de la performance est plus simple. Et puis, ça permet d'anticiper les problèmes. Donc l'objectif qui est en cours d'atteinte, c'est gagner en performance individuelle et collective. Et là, quand on parle de performance, là, on parle dollars. Hein. Tout de suite pour les entreprises. Alors, l'avenir. Virtualisation. Virtualisation, ça permet de s'affranchir définitivement des échanges physiques. Hein, c'est le métaverse Facebook. Enfin, il tâtonne. Mais on va y aller à la virtualisation. La virtualisation, c'est je gère une crise de niveau G4, donc une très grosse crise à la SNCF, avec une interruption du service opérationnel et des voyageurs partout plantés dans les gares. Je gère ça depuis le RER, entre Avenue Foch et, j'en sais rien, moi, gare d'Austerlitz, avec mon casque de réalité virtuelle. Hein, mais quand je me tourne, je vois le directeur national information voyageurs à côté de moi, et quand je demande au directeur national circulation des informations sur le comment on appelle ça, des informations, c'est la résilience, des informations sur la disponibilité du réseau, il est capable de me le donner. Mais je suis avec lui, j'ai préservé le collectif, et j'ai plus rien qui m'arrête. Donc la virtualisation, ça permet l'immédiateté, l'accès sans limite à l'ensemble des outils. Ah oui, hein, parce qu'alors, EDF, SNCF, nous sommes des établissements avec de la sécurité. Quand il y a de la sécurité, ça veut dire qu'on ne peut pas faire. Alors on ne peut pas faire quoi? Par exemple, on ne peut pas avoir accès à la visualisation de la gestion opérationnelle des circulations quand on n'est pas sur le réseau fermé, sécurisé de la SNCF. Il y a le réseau bureautique qui est déjà avec accès VPN, mais il y a aussi le réseau professionnel, le réseau, comment je vais dire, le réseau métier. Le réseau métier, lui, c'est un réseau complètement fermé. Donc si je suis à l'extérieur de l'entreprise, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Donc quand je fais ma salle de crise dans mon salon, je ne sais pas quels sont les trains qui circulent sur le réseau, où, etc. J'ai accès aux mêmes outils que vous, mais ils sont faux ces outils. Enfin, ils sont pas faux, mais c'est du marketing. Moi, j'ai besoin de savoir à la seconde près quand le train a passé tel signal, tel aiguillage, à quelle vitesse, etc. Et ça, on vous le donne pas dans le grand public. De toute façon, c'est pas intéressant pour vous. Vous voulez juste savoir si le train est à l'heure ou pas. Donc, comment je fais si je suis juste dématérialisé pour avoir accès à ces infos de chez moi? Je peux pas. Si je suis digitalisé, je peux, mais ça veut dire que je vais avoir 18 écrans et ça va pas être super confort, pas très beau, et puis je vais peut-être être obligé de faire remonter aussi par EDF un petit peu plus de puissance sur mon compteur. Si je suis virtualisé, j'ai absolument tout sur mon casque de réalité virtuelle, ou autre, hein, parce que c'est pas forcément que ça, ou ma petite cabine, ou j'en sais rien, et j'ai absolument tout, sans porter préjudice à la sécurité du réseau métier. Et donc là, je touche à ce qu'on appelle l'hypervision. L'hypervision, c'est encore au-delà de ça. Et ça, c'est le rêve, c'est notre rêve à tous. L'hypervision, c'est l'aide à la décision par l'accès à toutes les données, même tous les signaux faibles que je ne vois pas. Mais que les systèmes, eux, ils ont dans leur mémoire. Si le train X a franchi le signal avec 16 secondes de retard, cela veut dire qu'il va provoquer un conflit avec le train Z 1 heure plus tard à tel endroit. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà passé 28 fois. Je ne fais pas appel à une capacité de calcul, je fais appel à de la mémoire. C'est uniquement du silicium. Donc, cette hypervision, ça permet d'agréger les données et ça m'apporte une aide à la décision immédiate. C'est-à-dire que c'est le système qui me propose, mais non pas sur du calcul, là on est dans la digitalisation, uniquement sur de l'exploitation de l'existant. C'est ce qu'on appelle, alors vous allez me parler, vous allez me dire, ouais c'est la big data, ça marche pas. La big data, ça marche pas, on est bien d'accord, parce qu'il y a plein de data, mais il y a déjà pour les remettre en forme, et pour trouver un système qui est capable de toutes les lire, déjà il y en a pour 20 ans de boulot. Non, ça c'est ce qu'on appelle la value data. C'est-à-dire que je vais prendre juste les données qui m'intéressent dans le champ de big data, et alors là, je vais
utiliser ces données qui m'intéressent pour m'aider à prendre la décision. Et donc, je rends les systèmes auto-apprenants. C'est ce qu'on appelle l'hypervision. Donc, c'est vision synthétique, mise à disposition des données agrégées, corrélation, donc ce que je viens de vous dire, l'obtention de stats relativement facile, l'enrichissement des événements et donc un pilotage au plus juste. Et alors, avec la couche d'excellence opérationnelle là-dessus, alors là, ça fait la rue Michel, hein. Et là, vous avez des collectifs, vous les emmenez loin, hein. Au lieu d'avoir un régulateur qui va juste passer 5 minutes à dire quel train tu le fais passer devant l'autre, le système va le faire tout seul. Non, le régulateur, il va lui vérifier que tous les trains sur la LGV Sud-Est roulent bien à 300 en permanence. Et là, pour ça, on le paye. Là, vraiment, il y a de la valeur ajoutée. Et puis, les réseaux neuronaux. Alors, les réseaux neuronaux, c'est pour après-demain, mais ça, c'est ce que vous verrez là dans vos groupes de travail et puis à la fin de cette matinée. C'est comment je suis capable de faire travailler mon système sur la base de données qui sont totalement agrégées, totalement lisibles et répliquées sur ce qu'on appelle des jumeaux numériques d'organisation et de production. C'est-à-dire que je vais faire mes essais sur un truc qui est exactement mon réseau ferré, par exemple, pour moi, avec mes 16 000 trains par jour, mais qui est uniquement virtuel. Et je vais voir si ça fonctionne ou pas. Et ensuite, je l'insuffle dans le réel. Ça, on en est loin. C'est ce qu'on appelle le BIM. Hein. Mais on fait des jumeaux numériques d'organisation et de production un petit peu dans la voiture. Mais on tâtonne. Hein. C'est ce que, quand vous avez votre configurateur, vous savez, sur Internet, là, quand vous voulez faire votre voiture avec les options, la couleur, les machins. Bon, les constructeurs ont ça en 100 fois mieux et effectivement, ils modélisent un petit peu la construction de la voiture. Mais c'est très complexe encore. Pourquoi? Parce que tout n'est pas digitalisé et parce que la culture est pas là encore. Voilà, mais ça, c'est pour demain et après-demain. Et donc, c'est de la conception par intelligence artificielle. Alors voilà, bah, si ça vous amuse, lisez Crozier, l'acteur et le système, parce que franchement, il n'a pas dit autre chose que ça. Hein, ça, c'est l'organisation un peu qu'on connaissait avant le Covid. C'est l'organisation militaire. Voilà. Là, on est sur l'organisation qu'on connaît maintenant. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Il y a quand même encore les chefs, etc. Mais il y a des équipes. Dans les équipes, mais il y a des équipes. Et dans les équipes, il y a des chefs. Mais l'équipe est quand même auto-apprenante. Demain, on va être sur des d'équipes qui vont s'enrichir. Et je suis pas uniquement un train entreprise. Je suis aussi inter-entreprise. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'est demain, dans la gestion de crise, on est une team, une équipe de tous les gestionnaires de crise, des grands gestionnaires d'infrastructures européens. Et on s'auto-entretient, on auto-apprend ensemble. Et mon chef n'est plus le directeur général des opérations. Mon chef, c'est la qualité de service pour le client. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler 3 heures. J'ai fini. Merci. Difficile à arrêter tellement c'est passionnant. Hein. J'espère que ça vous a parlé. Merci Luc pour ce retour d'expérience, ces exemples concrets qui peuvent paraître techniques et poussés. Et depuis 10 ans, quel chemin? Ouais, c'est clair. Très excellence opérationnelle au début et je trouve que tu incarnes particulièrement cette digitalisation dans ton vécu. Merci. Donc chapeau. Merci pour nous projeter ces images-là. On va prendre 2-3 minutes pour des questions. S'il y en a, allez-y, profitez-en. Est-ce que c'est l'image qu'on a de la SNCF? Peut-être pas aujourd'hui, donc c'est intéressant d'avoir cette vision de l'interne. Est-ce que tous les gens de la SNCF sont comme toi? Évidemment non. Mais on voit que c'est possible à faire, que toi tu le vis en tout cas, que tu le partages. Et que ça peut se faire, si ça se fait à la SNCF, ça peut se faire aussi dans beaucoup d'autres organisations. Vos questions, rapidement. Une question, oui. Merci. Vous mentionnez le directeur au comité exécutif, le COMEX, qui ne comprend pas tout du premier coup et qui a un frein. Donc on sait souvent la transformation, il faut un sponsor fort. Et donc pour vous, où est-ce que vous trouvez vos soutiens pour pouvoir avancer de manière un peu révolutionnaire au sein de l'organisation? Alors, ça passe par trois étapes. Avant le Covid, c'était très difficile et donc c'était plutôt ce que les Québécois appellent le réseautage. Donc on réseaute au sein du COMEX, on regarde qui sont les amis, qui sont pas les amis, etc. On essaie de pousser l'idée et puis par derrière on passe par le directeur de cabinet, on voit le président, on essaie d'expliquer au président que peut-être ce serait une bonne idée s'il avait l'intention de penser à ça, etc. Bon, ça marche un coup sur 2, mais après on risque d'avoir l'injonction paradoxale et donc ça marche moyen. Après il y a le Covid. Bon, le Covid, là, on a fait passer toutes nos idées tout de suite parce que de toute façon, il fallait qu'on y arrive. Mais il y a eu l'après-Covid. L'après-Covid, c'est plus compliqué et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à stabiliser. Pourquoi? Parce que toutes les bonnes intentions qu'on a prises pendant le Covid, parce que c'était la survie des boîtes, hein. Donc là, on écoutait les gars de l'innovation, les gars du digital et pas trop les gars des SI. On disait aux gars des SI, t'obéis au digital là parce qu'il faut impérativement qu'ils puissent accéder au système. Donc là, c'était fantastique, hein, on avait accès à tout de suite. Après le Covid, on nous a désinstallé les applications. Donc le truc après le Covid, mais c'est en train de passer. C'est de faire en sorte que digital et SI, ce soit la même maison. Si c'est la même maison, alors même si l'injonction du management supérieur de l'entreprise n'est pas forcément claire, pas forcément appuyée,
Si on a vraiment digital et SI ensemble, alors on arrivera à pousser la transfo. Voilà. Et du coup, SNCF, on l'a fait, et maintenant ça s'appelle SNCF, et les SI sont en train de se faire absorber par le digital. Et ça, moi, savoir que le Chief Digital Officer de SNCF va avoir la main sur les SI, pour moi, c'est bon, on a gagné. Est-ce qu'il y a un pays ou une organisation, parce que tous les pays n'ont pas un système national, qui sert de modèle ou qui est en avance par rapport à vous, ou avant que vous soyez les leaders Dans le ferroviaire ? au Japon, par exemple, sur cette digitalisation et cette avance? Alors, oui, enfin oui et non. Le Japon, ils n'ont pas les mêmes processus. Parce qu'au Japon, il n'y a pas de crise. N'est-ce pas? Au Japon, tout est réglé comme du papier à musique. Et de toute façon, le système est tellement résilient qu'il n'y a jamais de crise. Voilà. Mais la distorsion du service opérationnel, et ça, c'est ce à quoi on va arriver, est traité, entre guillemets, au plus bas niveau, mais bas, non, ne le prenez pas comme péjoratif, mais au plus bas niveau de l'exécution du service. C'est-à-dire que c'est le conducteur lui-même qui a la vision sur la circulation de son train et sur les conséquences de son retard ou de son avance sur la circulation des autres trains. Et lui, c'est une question d'honneur d'être dans son horaire. Et donc, comme c'est tous une question d'honneur, ils sont tous dans son horaire. Et comme celui qui a vissé les tire-fonds sur la voie, c'est aussi une question d'honneur qui ne se dévisse pas, le système est résilient. Non, je pense plutôt à la Suisse. Voilà. La Suisse, ils ont une organisation différente de la nôtre. C'est-à-dire qu'en Suisse, une journée de service, ils l'ont construite comme ça depuis 2002. Une journée de service se répète toutes les heures. Donc si on a une heure plantée, on la tue. Tout simplement. On arrête les circulations, on répare, on met le matériel où il faut et on repart pour l'heure suivante. En revanche, ils sont allés bien plus loin que nous dans la digitalisation. C'est-à-dire qu'ils ont fait, mais il n'y a que 3000 km de réseau ferré, nous on en a 33 000. Ils ont fait ce qu'on appelle des centres de commande centralisés, où dedans ils ont mis absolument tous les métiers ensemble. Mais tous les métiers. Hein. L'entreprise ferroviaire, le gestionnaire d'infrastructure, la traction, le matériel, l'alimentation électrique, les aiguilleurs, les régulateurs de ligne, ils sont tous ensemble dans la même salle et ils pilotent à peu près, ils ont 300, ils pilotent donc un tiers du ferry suisse, mais dans une vision système complètement assemblée avec un seul outil, et ils ont digitalisé complètement leur process, un seul outil qui fait tout, mais ils l'ont écrit eux. Voilà, et évidemment, comme on est très chauvin, nous on est allé l'acheter à Alstom et ça n'a pas marché. Mais évidemment, le système suisse, c'est un système qui est bien plus résilient et bien plus en avance que nous. D'ailleurs, ils n'ont pas de crise. Quand on leur dit, on ouvre, nous, en France, à peu près 250 fois la salle de crise par an, ils nous regardent avec des grands yeux en disant, mais vous êtes fous, nous, ça doit être 2 fois, 3 fois, et encore, quand on le fait, le président est viré. Voilà, donc oui, ils sont en avance. Mais est-ce qu'on s'en inspire? Oui et non. Oui, sur le principe d'assemblage système. Oui, sur le système de commande centralisée. Mais non sur la partie piloter un tiers du réseau ferré, ça on peut pas faire, voilà, c'est pas possible. Donc nous on a 15 centres de commande centralisés et il faut voir qu'on venait quand même de 3500 postes d'aiguillage. Donc voilà, on n'en fait que 15 et pour des problèmes du coût d'investissement, on n'en fait pas, il faut un 16e qui puisse récupérer les 15 autres si jamais il y a un problème de redondance, mais là c'est des problèmes de coût parce que là on parle en milliards d'euros. Hein. Une centre de commande centralisée, ça coûte à peu près 500 millions d'euros. Voilà, parce qu'il faut tout télécommander, et puis il y a le système de sécurité, le contrôle commande, c'est compliqué. Voilà, les Suisses, ils peuvent, hein, mais c'est moins cher. Donc nous, on a ce problème-là. Les Allemands, ils font comme nous, mais nous, et ça ne l'oubliez pas, et j'en arrêterai là, nous, on est gaulois, c'est-à-dire qu'on est très bon là où on ne nous attend pas. Et on a toujours la petite solution des merdes, digital ou pas, pour s'en sortir là où les autres se retrouvent bloqués par le système. Ça, ne l'oubliez pas. C'est ça qui fait notre force, et c'est ça qui fait notre force partout. Les Français sont toujours là où on ne les attend pas. Merci Luc, super, passionnant, bravo.